Bonjour à tous, donc nouvel épisode aujourd'hui, donc c'est sur l'Espagne, la guerre d'Espagne vers 1808-1811, ça finira vers 1814, et donc j'ai pris comme livre comme roman quoi, hein, un livre d'Arturo Pérez Reverte, Cadix, ou le dialogue ou la diagonale du fou. Hein. Donc c'est un gros roman qui fait dans les 600 pages, 700 pages, et qui a donc été aux éditions du Seuil. C'était en quelle année 2011. Hein, c'est un beau roman écrit en espagnol. Hein, donc moi j'ai lu la traduction, je ne parle pas espagnol. Voilà, donc Arturo Pérez Reverte aux éditions du Seuil. Voilà. Donc cette fois-ci, cette semaine, on va plutôt lire ce qui pourrait être une source, mais je crois que de toute manière ce livre sur Napoléon et la guerre d'Espagne 1808-1814 de Jean-Joël Bréjon a été écrit après. Hein. Mais bon, il y a d'autres sources, hein, ceci dit. Hein. Voilà. Donc ça a été écrit... ah non, ça aurait pu être... lu en français par l'auteur espagnol, ça a été écrit en 2006. Mais il y a beaucoup d'ouvrages en espagnol, bien sûr, sur la guerre d'Espagne, parce que ça les concerne directement. Donc moi je vais vous lire des passages de l'historien français. Hein. Donc je vais vous lire la page, la jaquette de ce livre. Donc Napoléon et la guerre d'Espagne 1808-1814. Donc là, c'est édité en Tempus. Hein. Je pense que ça a été édité en gros livre chez Perrin. Ouais, c'est ça, c'est Perrin. Donc pour les Espagnols, ce fut la guerre d'indépendance fondatrice de l'Espagne contemporaine. Hein. Alors, bien sûr, il y a une autre histoire avant de l'Espagne qui est très très riche. Hein. Pour la grande France impériale, ce fut la guerre de trop, celle que ses généraux et leurs chefs ne savaient pas faire et ne pouvaient pas gagner contre toute une population. Durant 6 années, les meilleures troupes s'usèrent, au prix d'atrocités de part et d'autre, contre une guérilla soutenue par les Anglais de Wellington. Jamais Joseph Bonaparte, roi d'Espagne par la grâce de son frère, ne pourrait conquérir son royaume. Ce terrible conflit est présenté autant du côté espagnol que du côté français, et dans tous ses aspects dont le moindre n'est pas la pénétration des idées libérales dans la péninsule. Jean-Noël Bréjon, historien publié chez Perrin-Carrier, et La terreur nantaise, l'Égypte de Bonaparte et 1812, la paix et la guerre. Voilà, donc c'est un livre très intéressant, c'est un historien de grande qualité. Donc je vais vous lire des passages de ce livre-là. Donc page 51, le traité de 1703. Page 51. 51, 51, 51, 51. Page 51. Le traité de 1703, dit traité de Methuen, passé entre l'Angleterre et le Portugal, a le mérite de la concision. En 2 articles seulement, il garantit des exportations privilégiées et pour toujours de draps de laine pour les Portugais et d'importation de vin du cru de Portugal pour les Anglais. En réalité, il livre le Portugal et son immense empire, le Brésil, au négoce britannique. Il engage un processus de déclin irrésistible et même de perte de souveraineté pour le Portugal. Une véritable mise sous tutelle qui s'est poursuivie jusqu'au XXe siècle. De cette alliance intime, les Portugais n'ont pas toujours tiré les plus gros bénéfices, car comme le note Dumouriez, il n'y a jamais eu d'alliés plus maîtres et de maîtres plus durs. Ils insultent et en obligeant. La première moitié du XVIIIe siècle correspond au règne interminable de João V, de 1707 à 1750, qui consacre une partie de son temps et de ses revenus à édifier l'énorme palais monastère de Mafra, véritable réplique de l'Escorial, en plus massif encore. Cette dépense somptuaire s'explique par les profits tirés du commerce colonial. Au Brésil, c'est le siècle de l'or. Les placeuses du Minas Gerais voient leur production annuelle multipliée par 4 entre 1700 et 1759. La décennie la plus productive affiche
une moyenne de 13,2 tonnes d'or. Encore faut-il y ajouter l'or de contrebande qui échappe aux proveedores expédiés depuis Lisbonne, comme pour lever l'impôt du quinte, 20%. Cet afflux de métal précieux profite moins au Portugal qu'aux négociants britanniques, seul étranger autorisé à entrer dans les ports du Brésil. Il profite aussi au trésor anglais qui n'a jamais frappé autant de pièces d'or, mais assuré de la pérennité et la tranquillité de ses liaisons atlantiques, tirant de substantiels dividendes, la production anglaise, le Portugal ne se plaint pas. Voilà. Donc, si on connaît la géographie, cette porte ouverte du négoce britannique sur la péninsule ibérique, ma foi, ça a forcément une implication énorme sur le commerce et l'économie espagnole. Et dans le cadre du conflit entre l'Empire français et l'Angleterre, ma foi, c'est une porte ouverte entièrement à la fois sur l'Espagne et même aussi sur la France, sur le sud de la France, pour les Anglais, quoi. Hein, voilà. Donc forcément, c'est une des raisons de l'intervention des Français en Espagne. Voilà, donc ensuite, page 71, Lucien est Talleyrand. Lucien Bonaparte. Page 71. Godoy, c'est le Premier ministre espagnol, traverse alors une passe un peu difficile. Il a été écarté du ministère au profit d'Urquijo, qui entend rester le maître d'œuvre de toute cette diplomatie. Mais ses excès anticléricaux l'écartent du pouvoir en décembre 1800. Godoy peut reprendre alors les négociations avec la France pour resserrer l'alliance. Et cette fois, son partenaire n'est autre qu'un des frères du premier consul, Lucien Bonaparte, le plus indocile des frères et le plus encombrant par son jacobinisme tout théorique, hein, et surtout les services rendus lors du coup d'État et du plébiscite de l'an 8. Après la parution d'une brochure anonyme, écrite par Fontane, mais inspirée par Lucien, qui gênait plus Bonaparte qu'elle ne le servait, ce dernier juge bon d'envoyer Lucien à Madrid. Le 6 décembre 1800, Lucien Bonaparte se présente à Charles VI, qu'il séduit tout de suite. Que Charles IV, qu'il séduit tout de suite. Puis c'est le tour de Godoy, car les deux hommes ont en commun la passion des femmes et celle des toiles de maître. Ils échangent des cadeaux somptueux et se voient beaucoup, notamment au palais de San Bernardino, où Lucien réside et mène grand train. Luigi Baccherini y dirige ses dernières compositions. Plus sérieusement, Lucien obtient de Godoy une intervention conjointe contre le Portugal. Par la convention d'Aranjuez, le 29 janvier 1800, la France et l'Espagne s'engagent à soumettre le Portugal, de rompre son alliance avec l'Angleterre. En cas de refus, dans un délai de 15 jours, les armées espagnoles et françaises avanceraient sur Lisbonne. Le régent Don João cherche à gagner du temps, d'autant que le corps expéditionnaire français tarde à se mettre en opération. Le ministre Talleyrand profite de ces atermoiements pour faire aboutir ces subtiles tractations financières. Puis, rassuré sur sa commission, il presse le premier consul de regrouper les unités du corps d'observation de la Gironde confiées au général Leclerc. Sur place, les Espagnols se sentent bien capables à eux tout seuls de venir à bout de l'armée portugaise. Petite, mal entraînée, elle est entre les mains de l'octogénaire duc de La Foesse, flanqué d'officiers étrangers, parmi lesquels on remarque les 5 petits régiments de noblesse française placés sous le commandement du comte de Coigny. La guerre ne dure pas un mois et se borne à l'enlèvement par les Espagnols de la place fortifiée d'Albas. Le rôle des Français s'est limité à une promenade militaire jusqu'à Valladolid et Salamanque, sorte d'apprentissage peu réjouissant pour ceux qui reviendront en Espagne en 1808. Voilà, donc c'est la mise en place de toute cette politique entre les ministres français et les dirigeants espagnols. Ensuite, page 93, qu'est-ce que c'est?
La famille royale, page 93. Dans le cas des Bourbons d'Espagne, une bonne part du mal vient de la prodigieuse toile de Goya, la famille de Charles IV, peinte entre 1800 et 1820. Immense, 2,80 m sur 3,36 m, et accablante si l'on s'arrête sur la pose et l'expression du couple royal. Le roi, débonnaire, cocu, inexpressif, son épouse, Maria Luisa, qui tient à la fois de Clytemnestre et de je ne sais quelle blanchisseuse au visage ravagé par l'âge, les passions et les intempéries. Les autres membres de la famille sont là comme des figurants. L'un nous ignore et tourne la tête. L'autre, Maria Josefa, surgit comme une vieille chouette éblouie par la lumière. Seul l'enfant Francesco de Paula nous attendrit. C'est Louis Madeleine qui renchérit. Marie-Louisa, mal bâtie, presque difforme, au train simiesque. Charles IV, gros garçon naïf jusqu'à la sottise, paresseux à l'extrême, gourmand jusqu'à la goinfrerie, d'esprit nul et tout en chair, bon d'ailleurs et sans aucune malice. Son fils Ferdinand, le prince des Asturies, lâche, sournois, méchant. Bref, des Bourbons dégénérés. À Bayonne, Napoléon qualifiera Charles IV de ganache, campera sa femme en vieille momie et dira de Ferdinand, le prince des Asturies est très bête, très méchant. Le capitaine François, qui vit le couple royal à l'Escorial en 1808, le capitaine François a laissé des mémoires assez importantes et puis très intéressantes. Donc le capitaine François a tout de même... Le capitaine François qui vit le couple royal à l'Escorial en 1808 a tout de même plus de retenue. Le roi paraissait un bonhomme, habillé en bon laboureur. La reine, simplement en blanc, mais décolletée jusqu'au milieu du dos, faisait voir deux épaules maigres et jaunes, ainsi qu'une poitrine sans gorge, aussi très jaune. Un petit nez, une bouche grande et d'assez beaux yeux noirs. Donc elle avait comme amant Godoy, qui œuvrait essentiellement pour avoir le pouvoir de ce fait. Voilà. Ensuite, page 95, donc c'est Talleyrand. Quel est le rôle de Talleyrand? Le principal inspirateur de la politique ibérique de Napoléon est Talleyrand. Talleyrand, écarté des relations extérieures depuis août 1807, remplacé par le terne et docile Champagny, mais qui reste ministre in partibus à compter de cette date. Les liens qui unissent Talleyrand aux Bragance et aux Bourbons d'Espagne sont principalement d'ordre financier. Et oui, c'est Talleyrand. Comme le souligne son dernier biographe, la politique de Madrid est depuis longtemps pour lui une source inépuisable de revenus. Il est très lié au banquier de Charles IV, Hervas. Il a aussi des rapports étroits avec le banquier et ministre Cabarrus, les munitionnaires Ouvrard et Michel Simon, tout un monde financier très interlope qui ne fait de bonnes affaires que lorsque la guerre bat son plein. Donc il a tout intérêt qu'il y ait la guerre, Talleyrand. Les vues politiques de Talleyrand sur l'Espagne sont très hostiles aux Bourbons. En 1806, alors que Napoléon chassait les Bourbons de Naples et que Madame de Rémusat s'en indignait, Talleyrand lui réplique « Madame, tout ceci ne sera achevé que lorsqu'il n'y aura plus un Bourbon sur le trône de l'Europe. » Cette sentence ne peut que plaire à l'empereur, et lorsqu'il apprend le double jeu de Godoy en 1806, il commence à discuter avec Talleyrand du sort à réserver aux Bourbons d'Espagne. Double jeu parce qu'il a des rapports étroits aussi avec l'Angleterre. Celle-ci prépare des négociations qui conduisent au traité de Fontainebleau, mais il est déjà écarté lorsqu'il est signé. Ce qui lui permettra de jurer plus tard qu'il n'a été pour rien dans cette intrigue pitoyable, selon son propre mot. Il ira même jusqu'à soutenir qu'il a tout fait pour que Napoléon ne s'empare pas du Portugal et de l'Espagne. Tout juste concède-t-il qu'il lui a suggéré de saisir la Catalogne et de la garder comme gage de la loyauté de Charles IV. Les témoins se bousculent pour infirmer cette démarche politique. Cambacérès, Champagny, Decrès, Meneval, Pasquier, Madame de Rémusat, Savary, les plus crédibles sont formels. Le conseiller d'État Pasquier
qui voyait régulièrement Talleyrand, souligne bien que la double ligne inspiratrice du ministre était à la fois la haine des Bourbons et son désir de voir Napoléon reprendre l'héritage ibérique de Louis XIV, ce qu'il forme, enfin, etc., etc. Je ne vais pas faire la suite non plus. Voilà. Ensuite, page 100, les armées en Espagne. Alors, page 100. Page 100. En décembre, le général Dupont amène 25 000 hommes en Espagne. Il les cantonne entre Vitoria et Burgos. Motif invoqué est exposé, le motif invoqué est exposé en espagnol. Soutenir Junot au Portugal. Mais d'autres unités se concentrent à Bordeaux et le maréchal Moncey en reçoit secrètement le commandement. Peu après, il reçoit l'ordre de traverser les Pyrénées pour se trouver à Vitoria le 5 janvier. Ce même mois, 2 divisions sont formées à Orléans et à Poitiers pour rejoindre Moncey. Sans se faire prier, le Sénat vote la conscription de 1809 par anticipation. Ainsi, Napoléon dispose-t-il de la plus forte armée d'Europe, 900 000 hommes, sans compter les 100 000 fournis par les États alliés ou vassalisés. 1 million, quoi. Hein. De quoi distraire 100 000 ou même 200 000 pour l'affaire d'Espagne. En avril 1808, plus de 120 000 Français sont cantonnés dans la péninsule. 20 000 au Portugal et 96 000 en Espagne. Autant que l'armée espagnole, dont 15 000 hommes, commandés par le marquis de la Romana, doivent partir au Danemark, en exécution du traité de Fontainebleau. Le 20 février 1808, Murat est nommé lieutenant de l'empereur auprès de l'armée d'Espagne. Il doit coordonner les mouvements, négocier les rapports avec les généraux espagnols, veiller enfin à ce que la population supporte cette présence massive. Il faut gagner Madrid, se rendre à la cour, mais surtout rester étranger à ses intrigues, ne pas prendre parti. Précis, minutieux comme à son habitude lorsqu'il traite du dispositif militaire, Napoléon reste dans le vague en ce qui concerne le contexte politique. Sans doute parce qu'il hésite encore. Il faut le croire sincèrement lorsqu'il dit à Murat le 23 mars « Ne prenez aucune part aux différentes fractions qui se partagent le pays. Traitez bien tout le monde et ne préjugez en rien au parti que je dois prendre. » Voilà, voilà. Donc, page 102, Murat, justement. Joachim Murat, ou Joachim Murat, je ne sais pas comment on dit. Joachim, sûrement. Murat reste une des figures les plus controversées du Premier Empire. La vingtaine de biographes qui lui ont consacré, de biographies qui lui ont été consacrées ne doivent pas faire illusion. Elles lui sont souvent défavorables, à l'exception de celle notable du comte Murat, bien sûr, en 1897. Le turbulent séminariste qui jette le froc aux orties pour s'engager dans un régiment de chasseurs à cheval, le cavalier émérite et empanaché, formidable entraîneur d'hommes, n'aurait pas manifesté la même pugnacité politique. Toute son intelligence en la matière aurait tenu au conseil pressant de son épouse Caroline. En réalité, la réalité est plus nuancée, et le grand mérite du dernier biographe de Murat, Jean Tullard, est d'avoir rectifié le tir, en insistant sur le fait qu'il avait une assez claire prescience de ce qui menaçait la construction impériale. Que Murat ait compris que l'Espagne était un piège mortel pour Napoléon ne l'a pas empêché d'aspirer à régner sur les Espagnols. Ce genre d'ambition se cultivait facilement autour de Napoléon, puisque ce dernier avait puisé et épuisé le cercle familial en matière de couronne. Avec Junot peut-être, avant Soult sûrement, Murat a pu croire à sa bonne fortune dans la péninsule. Le grand-duc de Berg était trop glorieux pour se contenter de cette petite principauté donnée par Napoléon en 1805. Mais Napoléon l'écarta vite au profit de Joseph, et le dépit de Murat fut à la hauteur de sa déception. Malheureux, profondément ulcéré, il dut se contenter d'un croc, Naples, que quittait Joseph contre l'Espagne. Il en fit une jaunisse, paraît-il. En attendant cet épilogue, Murat doit affronter un véritable imbroglio dynastique. Charles IV et la reine l'appellent au secours et le supplient
de préserver la vie de leur ami, le prince de la paix, Godoy. Hein. De son côté, le ci-devant prince des Asturies attend de Napoléon qu'il légitime son usurpation. Sans instruction précise, Murat doit s'interposer et suivre son sentiment plutôt que les conseils de l'ambassadeur Beauharnais. Il le fait avec habileté, au point qu'il dément sa légende de beau sabreur à tête creuse. D'un côté, il rassure Charles IV, de l'autre, il refuse de reconnaître Ferdinand comme roi d'Espagne. Il obtient de Charles IV une lettre adressée à Napoléon dans laquelle il revient sur son abdication obtenue sous la contrainte. Enfin, Murat place Manuel Godoy sous la protection de l'armée française avant qu'il succombe à d'ultimes outrages. Il ne faut pas moins d'un escadron de dragons sous le commandement de Marbeau pour soustraire Godoy à ses gardiens. Voilà. Tout ça est très compliqué, hein, donc c'est pour ça que pour faire du roman, ça vaut le coup très nettement de lire ces livres d'histoire. Alors il y en a d'autres, hein, mais j'ai choisi celui-ci, toujours est-il. Alors, ensuite, page 253, Soult. Alors ça vaut le coup de parler avec de quelques acteurs, quoi. 253. De nombreux généraux et maréchaux s'adonnent au pillage. On ne peut les citer tous, et oui, juste les moins regardants. Junot, Delaborde, Merlin, Sébastiani, Fournier, Saint-Lauverse, Lannes et bien sûr le maréchal Soult. L'importance de sa collection de tableaux constitués en Espagne se mesure aux ventes successives dont elle fut l'objet. Dès 1817, Louis XVIII achète à Soult un très beau Murillo d'Immaculée Concepción. En 1829, le maréchal vend 3 de ses tableaux espagnols au duc de Sutherland. Un an après sa mort, en 1852, la presque totalité de sa collection est dispersée. Pas moins de 111 peintures espagnoles, 22 italiennes, 23 flamandes et hollandaises. Dans le nombre, 20 Zurbarán, 15 Murillo, 5 Ribera, 3 Tintoret, 1 Titien, 1 Caravage, 1 Jordaens. Soult n'a jamais eu le moindre état d'âme. Il s'est toujours considéré comme insuffisamment rémunéré. Tous ceux qui l'ont approché ont été saisis par sa grande avidité d'argent. Son comportement procède de la culture du trophée. À la romaine, les œuvres d'art saisies témoignent de la gloire militaire. Elles sont prises pour l'exalter. C'est la façon de penser de Napoléon. Comme tous les parvenus, Soult cherche à embellir ses résidences. Il est assez habile pour ne pas voler lui-même. Il procède de manière détournée. Tout est affaire de dons, de cadeaux, d'achats, un peu forcés, à bas prix. Les prises partent pour la France en convoi, avec quelques aléas quand la douane de Bayonne s'étonne de pareils arrivages. Au total, 10 convois au moins, dont 9 partis d'Andalousie du temps du commandement de Soult à Séville. Mais tout le monde trafique des œuvres d'art, et avant même la guerre. Lannes et Junot au Portugal, Lucien Bonaparte en Espagne. Il y a des diplomates, des munitionnaires de l'armée, des intendants, des banquiers, des négociants, de vulgaires aventuriers et cavaliers d'industrie. La liste est interminable. Barillon, Collot, Crochard, Mathieu de Favier, des Espagnols afrancesados, comme, favorables aux Français, quoi, comme Aguado, marquis de las Marimas, qui conseille Soult, et même des Anglais comme le peintre Walsh, qui opère pour le compte du marchand de tableaux William Buchanan. Tout un petit monde interlope, dont la figure la plus notable est Frédéric Quillet, un Français établi à Cadix depuis 1797, d'ailleurs hostile à l'intervention française, ce qui n'empêche pas de devenir l'homme de confiance du roi Joseph pour tout ce qui concerne le domaine artistique. Il administre et répertorie des œuvres confisquées dans les couvents. Il prépare le futur musée des Beaux-Arts qui doit les recevoir
En 1810, Joseph le nomme attaché artistique des armées d'Andalousie. Voilà, donc, Soult, ensuite, page 219, guérilla. Parler de la guérilla. Un élément très très important de la guerre d'Espagne. Voilà. Le capitaine Girard, qui protège le convoi du maréchal Jourdan, doit repousser la guérilla à coups de canon qui la crible de mitraille, puis il faut charger à la baïonnette. Quant au pharmacien Fay, en novembre 1809, il se retrouve perdu dans une immense caravane, vraie Babylone, excusez-moi, où l'on entendait parler presque toutes les langues de l'Europe. Des bataillons improvisés composés de soldats pris dans toutes les armées escortent une foule de civils employés de l'administration, commissaires des guerres, personnels de santé, négociants, femmes de tous âges et toutes conditions, des troupeaux d'animaux, de boucheries, des mules chargées de caisses de numéraires, d'objets divers, des charrettes chargées de blé, de légumes secs, de vin ralentissent encore la marche du convoi. Fait à cette réflexion. À cette époque, il fallait voyager en Espagne comme on voyage en Arabie. Malheur à qui s'écartait de la caravane. Les Espagnols, dans les veines desquelles se trouvent encore quelques gouttes de sang africain, se faisaient bédouins, guettaient leur proie, et par amour du pillage, plutôt que par dévouement patriotique, se jetaient sur elle, s'en emparaient, disparaissaient derrière les rochers pour partager le butin et torturer les prisonniers. Cette circulation de convois, lente et coûteuse, mobilise beaucoup de monde et réduit encore l'effectif des troupes opérationnelles. Pour sécuriser le déplacement, l'armée se repose sur la gendarmerie, qui semble particulièrement adaptée pour une surveillance active. Les escadrons regroupés en 6 régions forment la gendarmerie d'Espagne, commandée par un vétéran de la Vendée, Louis Buquet. Quelques-uns de ses subordonnés sont aussi des Vendéens comme Antoine Foulon, un breton, qui a servi comme artilleur avant d'entrer dans la gendarmerie en 1800. Jusqu'à sa mort devant Bilbao, le 13 avril 1813, Foulon parcourt la Biscaye, le Pays Basque, quoi, et pourchasse les bandes qu'il infeste. Sa réputation de terreur des bandes tient aussi au fait qu'il ne garde jamais longtemps en vie ses prisonniers. Donc, guerre très cruelle, hein, cette guerre de guérilla. Voilà. Ensuite, pour finir, Cadix, parce que en fait, l'essentiel de l'intrigue dans ce roman, qui est un roman policier, hein, historique hein, bien sûr, se passe à Cadix. Alors, page 183, Cadix. Cadix, l'intraitable. Le siège de Cadix débute le 5 février 1810 et ne s'achève que le 24 août 1812. C'est le plus long de la guerre d'Espagne et le plus désespérant pour les Français qui doivent lever le siège en laissant Cadix aux patriotes et à leurs alliés britanniques. Entassés dans Cadix, les partisans de Ferdinand VII ont doté l'Espagne d'une constitution proclamée le 18 mars 1812, qu'il ne reste plus qu'à appliquer. Devenu le réduit de la liberté, Cadix va vivre des mois enfiévrés. C'est le maréchal Victor qui est chargé de prendre Cadix. Ouverte au début de janvier 1810, la campagne d'Andalousie s'est révélée une promenade militaire pour les Français. À la tête de 3 corps d'armée, Mortier, Sébastiani, Victor, Soult occupe Bellein, puis Rennes et Cordoue. L'entrée dans ces villes abandonnées par la junte centrale compte moins que la prise de Cadix, où affluent les Fernandins, les partisans de Ferdinand VII. Le 26 janvier 1810, Soult signifie à Victor de tout faire pour surprendre les Gatitans avant qu'ils ne soient mis en défense. Vous marcherez de suite par la route directe sur Cadix et vous presserez même votre mouvement afin que les ennemis n'aient pas le temps d'organiser leur défense. Un ordre qui réduit à rien les reproches de l'entourage de Joseph, accusant le maréchal d'avoir négligé Cadix pour entrer plus vite dans Séville. Le premier corps de Victor arrive en vue de Cadix que le 2 février. L'effet de surprise est manqué.
Claude Perrin, dit Victor, est à l'origine un volontaire de 1792, un artilleur. Au siège de Toulon, il a admiré comment Napoléon Bonaparte a réduit cette place de sa rade tenue par les royalistes et les Anglais. Le site de Cadix peut lui rappeler Toulon, avec ses deux rades, ses forts, et comme en 1793, les Français n'ont aucun soutien naval, tout doit se faire par la terre. Le siège sera long, coûteux. Il faudra beaucoup d'artillerie. Cadix, c'est la cuillère d'argent posée dans la mer. Une étroite presqu'île qui borde une rade intérieure très bien abritée et qui ouvre sur une rade extérieure immense. La ville est bâtie au bout de la presqu'île sur un espace très exigu, ceinturé par 4500 mètres de murailles, guère plus de 200 hectares densément construits. De beaux bâtiments publics, l'hôpital Nuestra Senora del Carmen en 1740, la douane, un grand nombre d'églises et de chapelles, beaucoup de styles baroques comme la Cathédrale Nueva et la chapelle dans San Felipe de Neri, dont le plan elliptique lui valut de servir de siège aux Cortes. De Paris à Cadix, en 1846, Alexandre Dumas a cette belle envolée. Nulle part en Espagne, je n'ai vu les maisons si élevées qu'à Cadix. C'est que Cadix ne peut s'étendre ni à droite ni à gauche, et se trouve forcé de demander à la hauteur ce que son étroit îlot lui refuse en largeur. Aussi chaque maison se hausse-t-elle sur la pointe du pied. C'est la seule ville où j'ai vu des rues qui semblent aller au ciel. Elles sont bordées par l'infini, cet azur qui s'étend au bout de 2 lignes blanches. Ben ça, c'est de l'Alexandre Dumas, hein, notre maître à tous. C'est bien enlevé. Le site Gaditan est remarquablement protégé. La presqu'île se scinde à l'île de León, séparée de la terre ferme par le rio San Petri. La petite rade est gardée par des forts, Matagarda, Pontales, 2 autres encore, San Luis et le Trocadéro, commandent l'accès de l'arsenal de la Caraca. Voilà, donc il y a là tous les éléments pour faire de la romance dans ce genre de livre, quoi. Hein. Voilà. Voilà, bon, je vais en arrêter là pour le livre d'histoire. Donc, Napoléon et la guerre d'Espagne, 1808-1814, de Jean-Joël Breton. Et la semaine prochaine, on verra donc le livre d'Arturo Pérez Reverte. Voilà. Donc, alors la dernière fois, j'ai fait une bêtise pour le procès de Pétain. Ces livres-là que je voulais vous montrer, ils étaient tout là-haut et on ne les voyait pas à l'écran. Donc, il y a donc le De Gaulle de John Jackson, hein, parce que le procès Pétain était écrit par John Jackson. Il y avait le Paxton et Marus sur Vichy et les Juifs, hein, qui était essentiel là-dedans. Et puis de Michel Cointer, la nouvelle histoire de Vichy. Alors il y a d'autres livres, hein, bien sûr, hein, je voulais vous les montrer. D'autre part, bon, il n'y a pas que ce livre, hein, bien sûr, sur la guerre d'Espagne, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a par exemple celui-là, qui est un livre vraiment de l'épopée napoléonienne, hein, sur la guerre d'Espagne. Donc il y a beaucoup d'écrits, hein, vous voyez. Il y a même des images en couleur, il y a des assauts, hein, comme Somosierra ici. Voilà. Donc il y a quand même pas mal d'ouvrages sur la guerre d'Espagne, hein, vous voyez. Voilà. Voilà, donc je vous dis la semaine prochaine pour Cadix ou la Diagonale du Fou. Voilà, à très bientôt.